Nós estamos aqui com Edgar Morin, hoje, nesta manhã, que está participando de um evento internacional para um pensamento do Sul. E nós vamos aqui conversar alguma coisa sobre sobre o seu texto base e fazer umas outras observações, principalmente a respeito do seu último livro, que acaba de sair na França, o La Voix, né? Então, bom dia. Então, Bom dia. em primeiro lugar, a gente gostaria de saber o seguinte: o que você teria a dizer sobre o fundamento da proposta para um pensamento do Sul? Porque no seu texto você sempre diz, não há um Sul, há vários Sus. Então, eu gostaria que você começasse por aí. Si. C'est le paradoxe que j'ai affronté, mais avec toujours cette pensée de l'unité de la diversité et de la diversité de l'unité. Bon, prenons par exemple, il y a une unité humaine incontestable qui est une unité génétique, physiologique, anatomique, affective. Mais cette unité se traduit toujours à travers des individus très différents les uns des autres, de visage, de caractère, et se traduit à travers des cultures très différentes des unes des autres. On peut dire que la culture est ce qui différencie l'humain de l'animal, parce qu'il y a le langage, il y a le savoir-faire, il y a la technique, c'est ça la culture qu'on apprend. Mais la culture n'a jamais existé en tant qu'une seule. La culture se traduit à travers les cultures. Le langage, on le connaît à travers les langues. La musique, à travers les musiques. Et quand on a ce point de vue de l'unité, de la diversité, alors ça peut nous aider à comprendre les Suds, la diversité des Suds, mais de chercher l'unité. Parce que la diversité, c'est ce qui nous frappe. Si je dis Amérique du Sud, bon, l'Amérique du Sud, en fait, elle commence à l'Amérique centrale, elle commence au Mexique, si vous voulez. Et puis, il y a, vous savez, toutes ces diversités entre l'Amérique andine, l'Argentine, le Chili, le Pérou. Bon. Et si nous élargissons la notion de Sud, c'est pas seulement l'Amérique, c'est, disons, l'Afrique. L'Afrique du Nord fait partie d'un Sud par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Mais l'Afrique noire, elle est un Sud aussi par rapport à l'Afrique du Nord. Et si nous entrons dans l'Asie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'Australie, qui a été vidée de sa population originale, qui est un pays, un continent du Sud, relève de la civilisation du Nord. Et la Chine, c'est beaucoup plus complexé, c'est du Sud et c'est aussi du Nord. Donc, c'est évident que quand on affronte cette complexité, on va se dire, mais on va essayer de définir réciproquement Sud et Nord. Là aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord, c'est ce qu'on appelait auparavant l'Occident. Et auparavant, il y avait des distinctions, on disait, il y a l'Occident, et puis on disait, il y a le monde sous-développé. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces notions ne suffisent pas et que, grossièrement, ce qu'on peut appeler le Nord, qui est le nouveau visage de l'Occident, par rapport, je dirais, à l'Amérique du Sud, par rapport à l'Afrique notamment, le Nord est porteur des idées de mondialisation, d'occidentalisation, de développement, mais que toutes ces idées-là, qui ont des aspects bénéfiques, ont aussi des aspects négatifs, parce qu'ils imposent un mode, une civilisation, un mode d'être, un mode de vie, qui tente à détruire beaucoup de qualités de vie, de savoir-faire, qui existent dans des civilisations plus traditionnelles du Sud. Je dirais, pour simplifier, que le Nord tente à imposer une vision quantitative
du monde, c'est-à-dire où il faut produire plus, consommer plus, et au détriment d'une vision qualitative. Non seulement la qualité des nourritures, mais aussi la qualité de vie, la qualité que l'on peut trouver dans un épanouissement personnel. Or, le calcul est aveugle à ces qualités de vie. Vous ne pouvez pas calculer le bonheur, ni l'amour, ni la haine, etc. Donc il y a une vision qui est très limitée quand elle se fonde sur le calcul. Et d'autre part, ça fonde aussi sur l'autonomie de l'économique, c'est-à-dire du profit. Quand vous avez une entreprise, le but unique, c'est le profit. Mais quand vous avez dans des pays du Sud, où il y a encore des structures de communauté, de solidarité, notamment dans les populations pauvres, où il y a les grandes familles, où il y a les rapports de voisinage, où vous avez des petites entreprises dans les favelas ou dans les bidonvilles du Sud, où le but, bien sûr, c'est de gagner de l'argent, mais aussi il y a des rapports d'honneur, il y a des rapports de confiance, il y a des rapports d'amitié. Celui qui fait une entreprise ne veut pas seulement avoir de l'argent, il veut être reconnu par la communauté où il se trouve. Donc, vous avez des valeurs de solidarité, vous avez des arts de vivre, vous avez des sagesses, et même dans des domaines que l'on croit désuets, que l'on croit abandonnés, comme par exemple la médecine. C'est vrai que la médecine venue du Nord est une médecine très efficace du point de vue des instruments, du point de vue de la détection des virus, des microbes, du point de vue des antibiotiques. Mais une telle médecine aussi, elle a des défauts. Par exemple, elle est trop spécialisée. Elle ne voit que des organes au lieu de voir l'organe dans un organisme, dans un individu, et l'individu dans son milieu. Et c'est une médecine elle-même qui est trop livrée aujourd'hui à une domination du profit. Comme on voit, il s'est formé des gigantesques trusts d'industrie chimique qui, aujourd'hui, imposent des médicaments. Et quand ces médicaments sont néfastes, comme c'est arrivé récemment avec un médicament qui s'appelle le Mediator en France, il faut plusieurs années avant de pouvoir réagir. Il y a beaucoup de victimes. Par contre, les médecines traditionnelles ont des connaissances sur des végétaux, sur des animaux, peuvent soigner 1000 petites maladies, 1000 difficultés. Elles peuvent entretenir la santé, alors que la médecine normale soigne uniquement la maladie. Bref, moi je vois que... Et puis, prenez par exemple dans l'Amazonie, vous avez des petites sociétés, mais ces petits peuples connaissent depuis des milliers d'années les vertus des plantes, des qualités, des venins. Et puis le chaman. Les chamans ont un art spécifique de guérir qu'avec la rationalité occidentale, on ne comprend pas. Donc, mon idée, c'est que, évidemment, il faut une symbiose de ces apports, mais que le Sud ne doit pas laisser détruire ses valeurs, ses connaissances, ses savoir-faire. Je dirais même sa vie, parce qu'il y a des nations d'Afrique, par exemple, où les terres qui ne relèvent pas d'un droit de propriété à la façon occidentale, d'un droit coutumier, peuvent être prises aux paysans et vendues par les États à des grandes exploitations occidentales ou chinoises ou même des Émirats arabes qui font de l'agriculture industrielle d'exportation, et ce sont des pays qui n'ont plus d'agriculture vivrière, c'est-à-dire pour subsister, pour vivre. Ce sont des pays et où apparaissent des famines. Donc, le Sud doit défendre beaucoup de qualités vitales. Ça, c'est le point de départ. Et au cours, justement, de mes séjours, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, et moi-même me sentant un Méditerranéen, c'est-à-dire d'une certaine façon une personne du Sud, eh bien, j'ai pensé que le Sud n'a pas que des leçons à recevoir du Nord. Le Sud peut prendre des choses importantes qui viennent du Nord, mais le Sud doit garder
ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a de vital pour lui, et peut-être lui-même, à son tour, donner des leçons au Nord. Et une pensée du Sud, ce n'est pas une pensée fermée, close, c'est une pensée qui accepte la symbiose, le métissage. J'ai cité Leonardo Boff qui a dit que tout ce qui est bienfaisant dans la modernité, nous le prenons. Nous allons prendre l'hygiène, nous allons prendre les cabinets, nous allons prendre les frigidaires, mais tout ce qui est nocif, il nous faut le rejeter, et tout ce qui est de bon dans nos cultures, il nous faut le garder. Prenez les cultures traditionnelles en général, elles ont gardé une insertion dans la nature, une insertion dans le cosmos que le monde du Nord a perdu, mais qu'aujourd'hui, il commence à retrouver grâce à une science qui s'est développée, qu'on appelle la science écologique. Et la science écologique qui nous montre qu'on est en train de ravager la planète, la biosphère. Alors, la science, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une conjonction entre cette conscience qu'avaient les sociétés traditionnelles, et notamment andines par exemple, de leur insertion dans le cosmos, dans le monde naturel, et ce qu'apporte une science moderne d'un type nouveau, qui est l'écologie. Donc, si vous voulez, l'idée de la pensée du Sud, c'est une pensée à la fois de résistance et de conquête. On résiste contre l'homogénéisation, on résiste contre le fait de perdre son identité, on résiste contre le fait d'abandonner un minimum, d'abandonner son autonomie, mais en même temps, on apporte un message. Et ce message, je crois, qui comporte les qualités de la vie, qui comporte l'art de vivre, est un message qui vaut pour toute la planète. Autrement dit, le Sud doit non seulement se nourrir d'une conscience de ce qu'il comporte et ce qu'il représente, mais aussi d'une conscience que lui aussi peut apporter beaucoup au Nord. Quer dizer, que não se trata de diabolizar o Norte, né? De diabolizar o Norte absolutamente, mas mesmo porque o Norte, como você diz, foi o berço da civilização ocidental, mas tentar uma oposição complementar e simultaneamente antagônica entre Norte e Sul. Sim. Né? Sim. Vamos para a América Latina, que você conhece muito bem. Então, América Latina hoje, você pega o Brasil, México, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, que, com muitas desigualdades, fazem parte de uma economia capitalista, mundializada, além de terem seus valores específicos latino-americanos. Então, mas estão inseridas nessa mundialização do capitalismo liberal, vamos dizer assim. Você considera que a sua proposta poderia ser entendida como uma idealização do Sul? Sim. Ou você acha que não há uma idealização, que o Sul vai ser o responsável pela política de civilização que você tanto propõe? Porque a América Latina, estamos aqui, Brasil, Venezuela, Equador, Chile. Je ne suis pas du tout pour une idéalisation du Sud. Je suis pour une sacralisation du Sud. C'est tout à fait différent. Idéalisation, c'est s'imaginer que tout est beau, tout est positif. Et sacralisation, ça veut dire garder ce qu'il y a de meilleur en soi comme quelque chose de sacré. Alors, moi je pense que, disons, dans les civilisations traditionnelles du Sud, si je prends même les plus anciennes, les précolombiennes, je pense qu'il n'y a pas à restaurer les sacrifices des jeunes gens que faisaient les Aztèques parce qu'ils croyaient que ces sacrifices régénéraient le soleil. Mais je crois que l'on peut conserver cette idée de Pachamama qui est très forte dans le monde indien et qui dit
la terre est notre mère. Bon, on peut très bien voir ce que l'on peut garder et ce qu'on peut le retirer. Quels sont en général, parce que je dirais même que dans le sud américain, il y a quelque chose de très particulier. Ce sont les petites sociétés archaïques de chasseurs-ramasseurs, des sociétés sans État, comme en Amazonie et dans beaucoup d'autres régions du Brésil. Ces sociétés qui sont en cours de désintégration, il faut les sauver. Pourquoi il faut les sauver? C'est une tâche difficile, parce qu'elles représentent des modèles de communauté, de fraternité. Elles ont aussi des arts de vivre, un sens du temps que nous, dans la modernisation, nous avons perdu. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de sacré de penser que ces êtres humains qui nous semblent tellement étranges parce qu'ils ont de la peinture sur la peau nue, parce qu'ils peuvent avoir un bâton dans le nez, mais ce sont nos pères, nos frères, nos mères, nos sœurs, nous sommes sortis de là. Donc, il faut sacraliser. Mais maintenant, moi je pense que à cette Amérique du Sud, il y a eu un rêve qui était le rêve de Bolivar, de Simon Bolivar, qui est un rêve de l'unité. Et je pense que ce rêve, il faut le reprendre et le transformer. Bon, pourquoi le transformer? Parce que c'était un rêve qui concernait, qui était contre le colonialisme espagnol, mais qui